Professeur Henri Laborie. La seule raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est-à-dire de maintenir sa structure. C'est de se maintenir en vie. Sans ça, il n'y aurait pas d'être. Remarquez que les plantes peuvent se maintenir en vie sans se déplacer. Elles puisent leur nourriture directement dans le sol, à l'endroit où elles se trouvent. Et grâce à l'énergie du soleil, elles transforment cette matière inanimée qui est dans le sol en leur propre matière vivante. Les animaux, eux, donc l'homme qui est un animal, ne peuvent se maintenir en vie qu'en consommant cette énergie solaire qui a donc été déjà transformée par les plantes. Et ça exige de se déplacer. Un cerveau, ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir. Ils sont forcés d'agir à l'intérieur d'un espace. Bien, pour se déplacer dans un espace, il faut un système nerveux. Et ce système nerveux va permettre d'agir sur l'environnement et dans l'environnement. Et toujours pour la même raison, pour assurer la survie. Si l'action est efficace, il va en résulter une sensation de plaisir. L'évolution des espèces est conservatrice. Et dans le cerveau des animaux, on trouve des formes très primitives. Il y a un premier cerveau que MacLean a appelé le cerveau reptilien. C'est celui des reptiles, en effet. Et qui déclenche les comportements de survie immédiate, sans quoi l'animal ne pourrait pas survivre. Boire, manger, qui lui permet de maintenir sa structure, et copuler, qui lui permet de se reproduire. Et puis, dès qu'on arrive aux mammifères, un second cerveau s'ajoute au premier, et d'habitude on dit, avec MacLean encore, que c'est le cerveau de l'affectivité. Je préfère dire que c'est le cerveau de la mémoire. Sans mémoire de ce qui est agréable ou ce qui est désagréable, il n'est pas question d'être heureux, triste, angoissé. Il n'est pas question d'être en colère ou d'être amoureux. Et on pourrait presque dire qu'un être vivant est une mémoire qui agit. Et puis, un troisième cerveau s'ajoute aux deux premiers, qu'on appelle le cortex cérébral. Chez l'homme, il a pris un développement considérable. On l'appelle un cortex associatif. Ce que ça veut dire qu'il associe. Il associe les voies nerveuses sous-jacentes et qui ont gardé la trace des expériences passées, il les associe d'une façon différente de celle où elles ont été impressionnées par l'environnement au moment même de l'expérience. C'est-à-dire que il va pouvoir créer, réaliser un processus imaginaire. Dans le cerveau de l'homme, ces trois cerveaux superposés existent toujours. Ces trois étages du cerveau devront fonctionner ensemble. Et pour ce faire, ils vont être reliés par des faisceaux. L'un, on peut l'appeler le faisceau de la récompense. L'autre, on peut l'appeler celui de la punition. C'est lui qui va déboucher sur la fuite et la lutte. Un autre encore est celui qui va aboutir à l'inhibition de l'action. Par exemple, la caresse d'une mère à son enfant, la décoration qui va flatter le narcissisme d'un guerrier, les applaudissements qui vont accompagner la tirade d'un acteur. Eh bien, tout cela libère des substances chimiques dans le faisceau de la récompense et aboutira au plaisir de celui qui en est l'objet. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au début de l'existence, le cerveau est encore, nous disons, immature. Donc, dans les 2 ou 3 premières années de la vie d'un homme, l'expérience qu'il aura du milieu qui l'entoure sera indélébile et constituera quelque chose de considérable pour l'évolution de son comportement dans toute son existence.
nous devons nous rendre compte que ce qui pénètre dans notre système nerveux depuis la naissance, et peut-être avant, in utero, les stimulus qui vont pénétrer dans notre système nerveux nous viennent essentiellement des autres, et que nous ne sommes que les autres que nous avons intériorisés dans notre système nerveux, qui nous ont construit, qui ont construit notre cerveau. Un enfant sauvage, abandonné, loin des autres, ne deviendra jamais un homme. Il se conduira comme un petit animal. Grâce au langage, les hommes ont pu transmettre de génération en génération toute l'expérience qui s'est faite au cours des millénaires du monde. Il ne peut plus maintenant, et depuis déjà longtemps, assurer à lui seul sa survie. Il a besoin des autres pour vivre. Il ne sait pas tout faire. Il n'est pas polytechnicien. Dès le plus jeune âge, la survie du groupe est liée à l'apprentissage chez le petit de l'homme de ce qui est nécessaire pour vivre heureux en société. On lui apprend à ne pas faire caca dans sa culotte, à faire pipi dans son pot. Et puis très rapidement, on lui apprend comment il doit se comporter pour que la cohésion du groupe puisse exister. On lui apprend ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est laid. On lui dit ce qu'il doit faire et on le punit ou on le récompense, quelle que soit sa propre recherche du plaisir. On le punit et on le récompense suivant que son action est conforme à la survie du groupe. Bon, pour une place de premier, 15 francs. Second, 10 francs. Troisième, 5 francs. Et à partir de quatrième, mon pied au derrière. Le fonctionnement de notre système nerveux commence à peine à être compris. Comment, à partir des molécules chimiques qu'il constitue, qui en forment la base, s'établissent les voies nerveuses qui vont être codées, imprégnées par l'apprentissage culturel. Et tout cela dans un mécanisme inconscient. C'est-à-dire que nos pulsions et nos automatismes culturels seront masqués par un langage, par un discours logique. Je crois qu'il faut se représenter l'inconscient comme une mer profonde. Et ce que nous appelons le conscient, comme l'écume qui naît, qui disparaît, renaît à la crête des vagues, c'est la partie très très superficielle de cet océan qui est écorché par le vent. L'inconscient constitue un instrument redoutable, non pas tellement par son contenu refoulé parce que trop douloureux à exprimer, car il serait puni par la socioculture, mais par tout ce qui est au contraire autorisé, et quelquefois même récompensé par cette socioculture, et qui a été placé dans son cerveau depuis sa naissance, dont il n'a pas conscience que c'est là. Et pourtant, c'est ce qui guide ses actes. C'est cet inconscient-là, qui n'est pas l'inconscient freudien, qui est le plus dangereux. En effet, ce qu'on appelle la personnalité d'un homme, d'un individu, se bâtit sur un bric-à-brac de jugements de valeur, de préjugés, de lieux communs, qu'il traîne et qui, à mesure que son âge avance, deviennent de plus en plus rigides et qui sont de moins en moins remis en question. Et quand une seule pierre de cet édifice est enlevée, tout l'édifice s'écroule. Il découvre l'angoisse. Et cette angoisse ne reculera ni devant le meurtre pour l'individu, ni devant le génocide ou la guerre pour les groupes sociaux, pour s'exprimer. Pour aller sur la Lune, on a besoin de connaître les lois de la gravitation. Quand on connaît ces lois de la gravitation, ça ne veut pas dire qu'on se libère de la gravitation. Ça veut dire qu'on les utilise pour faire autre chose. Tant que l'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change.